L'histoire que l'on nous enseigne dans les manuels scolaires et lors des visites guidées officielles ressemble souvent à une façade soigneusement restaurée. En apparence, tout semble lisse et logique, mais il suffit de s'approcher et de frapper contre les murs pour entendre un écho vide et traître. Dans le cas de l'un des édifices les plus majestueux de Saint-Pétersbourg, la cathédrale Saint-Isaac, ce vide est dissimulé par la légende de 3 cathédrales précédentes qui se seraient succédées exactement au même endroit. La version officielle est rassurante de simplicité. D'abord, il y avait une modeste église en bois, puis elle a été remplacée par une en pierre qui s'est rapidement dégradée. Ensuite, une autre en pierre a été érigée, mais elle n'était pas non plus satisfaisante. Et ce n'est qu'au XIXe siècle, comme par magie, qu'est apparu le géant que nous voyons aujourd'hui. Ce schéma bois-pierre chef-d'œuvre est si familier que nous nous demandons rarement, ne sert-il pas simplement d'excuse commode pour un chantier historique interminable ou de tentative pour dissimuler quelque chose de bien plus significatif? Si l'on commence à creuser les détails, le premier obstacle est la figure de l'architecte principal. On nous dit « La cathédrale a été construite par le grand maître Auguste de Montferrand ». Ce nom semble ne soulever aucun doute. Pourtant, si l'on met de côté nos habitudes et que l'on regarde ce nom à travers le prisme de la linguistique, un curieux jeu de mots apparaît. Le nom Montferrand se décompose de manière étonnante en éléments ayant un sens technique très précis en français. Mont peut être interprété comme monter ou levage, fer renvoie au fer ou au métal, et rande ou rond signifie un cercle ou un objet rond. En assemblant ce puzzle, nous obtenons moins le nom d'une personne qu'une description d'un processus technologique ou d'un poste. Monteur de ronds de fer ou installateur de coupoles en fer. Est-il possible que derrière le nom de l'architecte se cache le nom de toute une guilde de bâtisseurs ou la description de la technologie utilisée pour ériger la gigantesque coupole? Et que l'histoire ait ensuite personnifié ce terme en lui inventant une biographie? Une telle hypothèse semble fantastique au premier abord, mais elle explique parfaitement pourquoi le nom de ce maître apparaît dans l'histoire précisément au moment d'un chantier grandiose lié à des structures métalliques uniques. Allons plus loin et penchons-nous sur les chiffres secs de la chronologie qui, si l'on y regarde de plus près, semblent étrangement synchronisés avec les événements géopolitiques clés de cette époque. La construction officielle de la cathédrale Saint-Isaac actuelle a duré exactement 40 ans, de 1818 à 1858. En elles-mêmes, ces dates peuvent ne rien dire aux citoyens ordinaires, mais il suffit de les superposer à la frise chronologique de l'Empire russe pour voir surgir d'étranges coïncidences. Le début de la construction, 1818, n'est séparé que de 6 ans de la fin de la dévastatrice guerre patriotique de 1812. Un pays qui vient de survivre à l'invasion de Napoléon, à l'incendie de Moscou et à des pertes économiques colossales, trouve soudain les ressources pour lancer l'un des projets les plus coûteux et techniquement complexes de l'histoire de l'humanité. Du point de vue de l'économie d'État, cela semble pour le moins illogique. La date de fin des travaux est encore plus intéressante, 1858. C'est seulement quelques années après la fin de la guerre de Crimée, un autre conflit lourd qui a épuisé le trésor public. Nous obtenons un tableau étonnant, un chantier grandiose encadré par les 2 plus grandes guerres du siècle. La construction commence sur les ruines d'une guerre et se termine sur les cendres d'une autre. N'est-ce pas un cadre trop parfait pour un chantier de 40 ans ? Le nombre 40 lui-même, dans la tradition biblique et mythologique, signifie souvent non pas une durée précise, mais simplement très longtemps, ou une période d'épreuve. Peut-être ces dates ont-elles été choisies par les historiens rétroactivement pour inscrire l'existence de la cathédrale dans des limites temporelles commodes, dissimulant l'âge réel de l'objet. Si nous supposons que les dates 1818-1858 sont un ajout ultérieur ou une falsification, une question logique se pose. Qu'y avait-il sur la place Saint-Isaac avant 1818 ? L'histoire officielle affirme qu'il y avait là, ou plutôt qu'on y finissait et reconstruisait, la soi-disant troisième cathédrale Saint-Isaac. Et c'est là que commence la véritable confusion. Selon les documents, ce troisième temple avait été conçu par le célèbre architecte Antonio Rinaldi. Le projet était d'envergure.
Le bâtiment devait avoir 5 dômes élégants et complexes, ainsi qu'un haut clocher à 3 étages. Il était prévu de revêtir les façades de marbre pour donner à l'édifice un raffinement et une richesse de couleurs. La pose solennelle de la première pierre a eu lieu sous Catherine II, en 1768. En l'honneur de cet événement, une médaille commémorative a même été frappée, immortalisant l'aspect prévu de la cathédrale. Tout semble documenté, aucun mystère. Mais le diable se cache dans les détails de la réalisation. La construction de la troisième cathédrale a traîné pendant près de 3 décennies. Rinaldi, n'ayant pas vu la fin des travaux, a quitté Saint-Pétersbourg après la mort de Catherine II. Paul Ier est monté sur le trône et comme on le sait, il cherchait à tout refaire à sa manière. Il a chargé l'architecte Vincenzo Brenna de terminer d'urgence ce chantier interminable. Brenna, exécutant la volonté de l'empereur, a été contraint de simplifier radicalement le projet initial. Au lieu de 5 coupoles légères et aériennes, on a érigé une seule coupole massive et lourde, changeant complètement les proportions du bâtiment. De plus, le précieux marbre destiné au revêtement de la partie supérieure de la cathédrale a été réquisitionné et redirigé vers la construction de la résidence personnelle de Paul, le château Saint-Michel. Il en a résulté une situation paradoxale. Le revêtement de marbre n'atteignait que la corniche, et au-dessus, les murs restaient en briques nues, donnant au bâtiment un aspect étrange et inachevé. Néanmoins, le 30 mai 1802, cette troisième cathédrale a été officiellement consacrée. Retenez cette date. En 1802, au centre de Saint-Pétersbourg, se dressait déjà un temple immense et fonctionnel, bien que controversé sur le plan architectural. Et c'est ici que la version officielle commence à craquer de toutes parts. Si en 1802 la cathédrale était achevée et consacrée, pourquoi recommencer à zéro seulement 16 ans plus tard, en 1818 ? Pourquoi démolir ou reconstruire globalement un immense bâtiment en pierre qui a nécessité 30 ans de travail et des fonds colossaux ? On nous dit qu'il s'était dégradé ou qu'il ne correspondait plus au statut de la capitale. Mais les cathédrales en pierre ne se dégradent pas en 16 ans au point de nécessiter une reconstruction totale. Par conséquent, en 1818, nous devrions voir sur la place un bâtiment à part entière, conçu par Rinaldi et peaufiné par Brenna. Mais si nous nous tournons vers les documents et les images de cette époque, le tableau commence à diverger du contenu des manuels. La chronologie officielle affirme que Montferrand a commencé à construire la nouvelle cathédrale pratiquement à partir de zéro, ne conservant qu'une partie des anciennes structures. Mais l'analyse des sources suggère autre chose. Peut-être n'y a-t-il eu aucune construction à partir de zéro au XIXe siècle. Peut-être les dates ont-elles été décalées pour cacher le fait que la cathédrale se trouvait à sa place bien plus tôt, et que toute l'activité du XIXe siècle n'était pas une construction, mais une restauration ou une modification à grande échelle d'un objet déjà existant, beaucoup plus ancien, dont on a décidé d'effacer la véritable origine. Si les dates officielles soulèvent tant de questions et que le nom de l'architecte sonne comme une instruction technique, il ne nous reste qu'une chose à faire, nous tourner vers des témoignages plus difficiles à falsifier que des rapports papier. Il s'agit des documents visuels de l'époque, gravures, lithographies et peintures, créés par des artistes qui dessinaient ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux, et non ce que la censure du futur leur dictait. Et ce que nous trouvons sur ces vieilles images renverse complètement l'idée de la façon dont la ville sur la Neva s'est développée. En regardant ces preuves, il devient évident. La cathédrale existait non seulement avant le début de sa construction officielle, mais elle avait un aspect totalement différent, possédant des détails impossibles à expliquer dans le cadre de l'histoire traditionnelle. Les artistes et graveurs des siècles passés remplissaient une fonction que la photographie documentaire assume aujourd'hui. Ils fixaient la réalité telle qu'elle s'offrait à leur regard. Leurs œuvres ne sont pas seulement des objets d'art, ce sont des témoignages qui, contrairement aux chroniques réécrites, sont extrêmement difficiles à falsifier rétroactivement. Lorsque nous commençons à étudier en détail les lithographies et gravures datées d'avant 1818, c'est-à-dire avant le début officiel de la construction de la cathédrale Saint-Isaac actuelle, un tableau s'ouvre à nous qui refuse catégoriquement de s'inscrire dans le lit de Procuste de l'histoire officielle. Au lieu d'un terrain vague ou d'un chantier où l'on pose à peine les fondations, nous voyons un bâtiment majestueux, déjà existant, qui domine le paysage urbain.
Ce bâtiment, que les historiens appellent timidement la troisième cathédrale Saint-Isaac, semble étonnamment puissant et achevé sur les images anciennes. On nous dit que le projet d'Antonio Rinaldi a été déformé et simplifié par Vincenzo Brenna, ce qui a conduit à la création d'un compromis architectural trapu et disproportionné. Cependant, les lignes impartiales sur le papier dessinent une autre image. Nous voyons une structure colossale dont les dimensions et la géométrie de base rappellent suspectement cette même quatrième cathédrale que Montferrand est censé construire des décennies plus tard. La base du bâtiment, son implantation sur le terrain, les volumes généraux, tout cela est déjà présent sur le papier du début du XIXe siècle. Une impression tenace surgit. On nous montre le même objet, mais à différents stades de son exploitation ou de sa modification, et non deux édifices fondamentalement différents dont l'un aurait soi-disant été démonté jusqu'aux fondations. Une lithographie célèbre attire particulièrement l'attention, intitulée « Le vieux Saint-Pétersbourg et la cathédrale Saint-Isaac ». La légende affirme que le bâtiment a été achevé en 1802, et dans la colonne des architectes figure un nom qui suscite la perplexité. Au lieu du familier Brenna, on lit clairement Brenke. On pourrait mettre cela sur le compte d'une erreur du graveur ou d'une coquille, mais dans une enquête historique, il n'y a pas de détails insignifiants. Peut-être cette déformation du nom n'est-elle que la partie émergée de l'iceberg, indiquant une confusion dans les documents et une tentative d'attribuer la paternité d'un objet ancien à des personnages historiques connus. Le bâtiment lui-même sur cette image ressemble presque exactement à la cathédrale Saint-Isaac moderne, mais avec une série de différences substantielles et extrêmement importantes qui trahissent sa construction initiale différente. Si l'on regarde de près les détails de l'architecture de cette période, il devient évident. La cathédrale du début du XIXe siècle ne possède pas les massifs portiques à colonnes aux extrémités du bâtiment. Aujourd'hui, ces gigantesques colonnades sont une partie indissociable de la silhouette, lui donnant sa forme de croix et sa monumentalité. Mais sur les vues anciennes, les façades latérales semblent plus plates, dépourvues de cette grandeur saillante. Cette observation oblige à réfléchir à la technologie de construction. Il en ressort que le chantier montferrandien n'était pas l'édification d'un temple à partir de zéro, mais un ajout massif d'éléments supplémentaires à un mégalithe déjà debout. Les colonnes des entrées centrales étaient déjà en place, personne n'y a touché, mais les parties latérales ont subi de sérieuses modifications bien plus tard. Un détail encore plus intrigant concerne les petites coupoles. Sur la cathédrale moderne, elles servent de clocher, mais sur les lithographies des années 1800 et 1820, nous voyons une structure totalement différente. Ce ne sont pas des tours ajourées pour les cloches, mais de véritables rotondes, des structures architecturales rondes, entourées d'une rangée continue de colonnes et couronnées de leur propre coupole. Ces rotondes semblent beaucoup plus massives et larges que les clochers actuels. Elles sont situées strictement aux angles du volume principal du bâtiment, directement au-dessus des grandes fenêtres cintrées, créant un ensemble harmonieux et fini. Visuellement, elles semblent être des temples indépendants, intégrés au toit du géant. Leur conception implique un espace clos, ayant peut-être une vocation sacrée ou technique, mais en aucun cas lié au son ouvert des cloches. En examinant les images des années 1820, par exemple la vue sur la place Saint-Isaac depuis le Sénat ou les croquis de traiteurs, nous nous heurtons à nouveau à une contradiction chronologique. À cette époque, selon la version officielle, Montferrand aurait dû seulement installer ses échafaudages et commencer le grand chantier du siècle. La ville aurait dû être noyée dans la boue, les gravats et les mécanismes de levage. Cependant, les artistes nous peignent un paysage urbain calme et établi, où la cathédrale se dresse comme une constante éternelle. Oui, elle semble un peu différente d'aujourd'hui, mais elle est entière, elle fonctionne, et elle ne ressemble pas à une construction neuve. Les différences dans les détails ne font que confirmer l'hypothèse selon laquelle le bâtiment a subi une transformation par étapes, et non une démolition et une reconstruction complète. La comparaison avant et après permet de reconstruire littéralement étape par étape le processus de changement de l'apparence du temple. Il est évident qu'à un moment donné, la décision a été prise de modifier la fonctionnalité et l'apparence de la partie supérieure de la cathédrale.
Les rotondes larges et nobles, avec leur jeu complet de colonnes, gênaient quelqu'un. Il a apparemment fallu les démonter ou les reconstruire en réduisant leur diamètre et en les privant d'une partie des colonnes pour les transformer en clochers utilitaires. Ce processus n'était pas la création d'une nouvelle architecture, mais plutôt une adaptation barbare de l'héritage antique aux nouveaux besoins religieux. On ajustait le bâtiment aux standards d'un temple orthodoxe où la présence de sonneries de cloches est un attribut obligatoire, même si le projet initial ne le prévoyait absolument pas. Ainsi, les témoignages visuels de l'époque ne laissent pas pierre sur pierre de la légende des 3 cathédrales différentes. Nous avons devant nous un seul et même bâtiment traversant les siècles. On l'a rhabillé, on lui a ajouté de nouveaux portiques, on a changé la forme de ses tours, mais son noyau, sa base cyclopéenne, est resté inchangé. Ce n'était pas un processus de naissance du nouveau, mais un processus d'adaptation de l'ancien. Et si nous admettons que les murs et les fondations sont beaucoup plus anciens qu'on ne nous le dit, une question logique surgit. Qui était le véritable créateur de ce chef-d'œuvre et quel sens mettait-il dans ses formes ? Mais si les incohérences architecturales peuvent encore être expliquées par le changement de goût des empereurs ou des difficultés techniques, il y a des détails qui échappent à toute logique de l'histoire russe. Sur ces mêmes lithographies immortalisant l'aspect ancien de la cathédrale, un regard attentif découvre des groupes sculpturaux ornant le toit. Ce ne sont pas des anges, ni des saints, ni des prophètes bibliques que nous avons l'habitude de voir sur les églises orthodoxes. Les silhouettes sur le toit représentent des cavaliers et des hommes en tenue antique. Ces statues, trônant fièrement au-dessus de la capitale du Nord, racontent une histoire qui n'a rien à voir ni avec l'orthodoxie, ni avec la dynastie des Romanov, ni avec les rives marécageuses de la Neva. Ces figures semblent avoir été transférées ici tout droit des manuels d'histoire de la Grèce antique, et leur présence sur le temple principal de l'Empire est une preuve que l'on a oublié d'effacer des vieilles gravures avant de réécrire l'histoire de la pierre et du bronze. Lors de l'étude détaillée des témoignages visuels conservés du début du XIXe siècle, l'attention du chercheur est inévitablement attirée non seulement par les contours généraux du bâtiment, mais aussi par son décor qui, à y regarder de plus près, s'avère être un véritable casse-tête historique. Sur le toit de ce bâtiment, que l'historiographie officielle appelle la 3e cathédrale Saint-Isaac, on distingue clairement des groupes sculpturaux situés aux angles du volume principal. Ce ne sont pas des éléments décoratifs impersonnels, ni des figures abstraites. Nous avons devant nous un sujet tout à fait concret, plein de dynamique et d'expression antique. Une puissante figure masculine retenant par la bride un cheval cabré. La composition est imprégnée de la tension de la lutte et du triomphe de la volonté humaine sur la force sauvage de la nature. Si l'on se réfère à la tradition européenne de l'art monumental, le sujet des dompteurs de chevaux est l'une des images antiques les plus reconnaissables et reproduites. On trouve des sculptures similaires à Rome, à Paris et dans d'autres vieilles capitales d'Europe. Les historiens de l'art identifient sans erreur ce duo comme Alexandre le Grand et son cheval légendaire Bucéphale. Dans les villes européennes, ces statues sont souvent légendées en conséquence, ne laissant aucune place à d'autres interprétations. C'est une épopée héroïque classique, incarnée dans le bronze ou la pierre, symbolisant le pouvoir, la victoire et la grandeur impériale du monde antique. Cependant, lorsque nous découvrons ces statues sur le toit du temple principal de Saint-Pétersbourg au début du XIXe siècle, nous nous heurtons à une impasse logique qui détruit le tableau bien ordonné de l'histoire officielle de la ville. L'apparition d'Alexandre le Grand sur les rives de la Neva semble non seulement étrange, mais manifestement inappropriée du point de vue de la chronologie traditionnelle. Selon les manuels, Saint-Pétersbourg a été fondé par Pierre Ier en 1703 sur des terres sauvages et marécageuses, où aucune civilisation significative n'aurait existé auparavant. La ville a été construite comme une fenêtre sur l'Europe, comme le symbole d'une nouvelle Russie tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, vénérer un chef de guerre grec antique ayant vécu au IVe siècle avant notre ère semble être un non-sens absolu. Quel rapport le roi de Macédoine a-t-il avec l'Empire russe et un temple orthodoxe ?
Si des figures d'apôtres, d'archanges ou à la rigueur de princes guerriers russes se trouvaient sur le toit, cela s'inscrirait dans la trame de l'idéologie étatique et religieuse. Même une statue de Pierre le Grand serait logique. Mais Alexandre le Grand est un personnage issu d'une toute autre matrice civilisationnelle. Sa présence sur la cathédrale est impossible à expliquer, ni par les canons religieux, ni par les sentiments patriotiques de l'époque des guerres napoléoniennes. De plus, dans le climat des latitudes nordiques, au milieu des neiges et des brumes, des athlètes antiques nus ressemblent à des invités d'un autre monde, d'une autre zone climatique où une telle tenue était la norme. Cet anachronisme flagrant nous oblige à avancer une hypothèse audacieuse. Les sculptures n'étaient pas un décor importé, installé par le caprice d'un architecte étrange. Elles faisaient partie organique de la conception initiale du bâtiment, qui a été érigé bien avant l'arrivée des Romanov. La présence de symboliques antiques sur un bâtiment clé de la ville peut témoigner du fait que la ville elle-même est beaucoup plus ancienne que la date officielle de sa fondation. Peut-être Pierre Ier n'a-t-il pas construit Saint-Pétersbourg à partir de zéro sur un marais vide, mais a-t-il découvert, déterré et commencé à restaurer les ruines d'une métropole antique et majestueuse, cette légendaire Palmyre du Nord, ou la ville qui, sur les vieilles cartes, se nommait Vineta. Dans ce paradigme, la cathédrale Saint-Isaac n'apparaît pas comme une construction neuve du XIXe siècle, mais comme un ancien temple antique, un panthéon ou un bâtiment public dédié à de tout autres dieux et héros. Les statues d'Alexandre le Grand et de Bucéphale étaient à leur place, car le bâtiment appartenait à l'époque d'une culture antique unifiée, répandue sur d'immenses territoires de l'Eurasie. Pour cette civilisation, ce symbole était compréhensible et naturel. Mais lorsque la ville a été redécouverte et a commencé à être adaptée aux besoins du nouveau pouvoir et de la nouvelle religion, les vieux symboles sont devenus un problème. Ils indiquaient trop clairement l'âge véritable et l'origine de l'édifice. C'est probablement pour cette raison qu'aux étapes ultérieures de la construction, et en fait du remodelage, ces sculptures gênantes ont disparu. On les a démontées comme des preuves contredisant la nouvelle conception historique. À la place des héros antiques, les frontons et le toit ont accueilli les symboles chrétiens habituels, anges et évangélistes, qui devaient définitivement sceller le statut de cathédrale orthodoxe du bâtiment. Mais les lithographes du début du siècle ont eu le temps de fixer ce moment de transition, où les vieux maîtres païens du toit cohabitaient encore avec les nouvelles coupoles, trahissant le secret de l'origine de l'édifice. Nous voyons comment l'histoire a été réécrite en cours de route en changeant les décors. Cependant, les sculptures ne sont qu'un attribut extérieur qu'il est relativement facile de remplacer. Il est beaucoup plus difficile de cacher les particularités structurelles du bâtiment lui-même. La pierre se souvient de tout, et les traces d'interventions techniques massives ne peuvent pas être entièrement plâtrées. Si les statues ont simplement été retirées, il a fallu s'attaquer au corps même de la cathédrale bien plus sérieusement. Et ces changements, ces cicatrices d'opérations plastiques sur le corps du géant architectural, deviennent évidentes si l'on déplace le regard du toit vers les éléments porteurs de la structure. C'est précisément là, dans la modification de la géométrie des murs et des colonnes, que se cache la preuve suivante que nous n'avons pas affaire à une nouvelle construction, mais à une reconstruction grandiose et laborieuse de ce qu'il aurait été tout simplement impossible de bâtir à neuf. La preuve la plus lourde que le XIXe siècle n'a pas vu la construction du siècle, mais une rénovation globale de l'héritage antique, réside dans les métamorphoses survenues dans la géométrie même du bâtiment. Si nous faisons abstraction du décor et nous concentrons sur les structures porteuses, nous voyons les traces d'une opération d'ingénierie à grande échelle dont le but était de changer la fonction de l'objet en l'adaptant aux nouveaux standards religieux. La chronologie de ces changements, fixés dans les plans architecturaux et les gravures, réduit en poussière le mythe de l'édification en une seule fois de la cathédrale selon le projet de Montferrand. Le changement le plus notable, survenu vers les années 1840, a été l'apparition de portiques massifs avec des colonnades sur les côtés nord et sud du bâtiment. Jusqu'à ce moment, à en juger par les images précoces, la cathédrale avait une configuration totalement différente, plus laconique. Ses extrémités étaient dépourvues de ces gigantesques éléments saillants qui sont aujourd'hui la carte de visite de Saint-Isaac. Il en ressort que la célèbre silhouette en croix que nous voyons à vol d'oiseau
a été formée artificiellement et assez tardivement. Les bâtisseurs du 19e siècle ont en fait ajouté de nouveaux volumes architecturaux aux noyaux antiques déjà existants. Cela explique de nombreuses incohérences dans la qualité du traitement de la pierre et les méthodes d'installation des colonnes. Les portiques centraux étaient probablement là depuis des siècles, tandis que les parties latérales ont été ajoutées bien plus tard, dans une tentative de donner au temple antique un aspect correspondant au canon de l'architecture orthodoxe à croix inscrite. Cependant, le véritable drame architectural s'est joué sur le toit de la cathédrale, autour des 4 petites coupoles. Aujourd'hui, nous les connaissons comme des clochers où pendent les cloches. Mais l'analyse des projets et images précoces montre qu'à l'origine, ce n'étaient pas du tout des clochers. C'étaient de véritables rotondes larges, d'élégants pavillons ronds, entourés d'un anneau dense de colonnes et couverts de dômes. Elles étaient situées strictement aux angles du bâtiment, créant une composition harmonieuse et aérienne. Leur diamètre était beaucoup plus grand et leur construction plus complexe. Au milieu du 19e siècle, pendant la période de la soi-disant construction, ces rotondes ont subi une reconstruction barbare. Les architectes ont dû résoudre une tâche extrêmement complexe, déplacer ces tours plus près du dôme central. Pourquoi ? Probablement parce que l'ancienne structure du toit ou les nouvelles exigences de charge ne permettaient pas de les laisser à leur place d'origine. Pour réaliser ce déplacement, il a fallu ériger des extensions rectangulaires spéciales collées au volume principal du bâtiment. Ces extensions jouaient en fait le rôle de nouvelles fondations pour les tours déplacées. Si la cathédrale avait été construite à partir de zéro, une telle béquille dans la conception aurait été absurde. Personne ne conçoit un bâtiment avec des rajouts pour les coupoles. On les prévoit immédiatement dans les murs porteurs. La présence de ces bases rectangulaires est une preuve directe que les architectes travaillaient avec un objet déjà prêt, essayant de l'adapter à des tâches modifiées. Au cours de cette transformation, les rotondes ont non seulement déménagé, mais elles ont aussi maigri. Visuellement, elles sont devenues beaucoup plus petites et étroites. Et ici commence une arithmétique amusante qui peut laisser perplexe tout chercheur. Les rotondes initiales avaient une rangée continue de colonnes, créant un effet d'espace clos mais perméable. Les nouvelles structures que nous voyons aujourd'hui présentent des brèches évidentes. Dans chaque clocher moderne, il manque 2 colonnes de chaque côté, si l'on compare avec la disposition classique. Au final, dans chacune des 4 tourelles, il ne reste que 8 colonnes. Où sont passés les éléments manquants ? Si l'on fait un calcul simple, en comparant l'aspect initial des rotondes avec leur état actuel, il s'avère que 32 petites colonnes de granit ont disparu du toit de la cathédrale. Ce n'est pas une aiguille dans une botte de foin. Ce sont 32 piliers de granit monolithiques pesant chacun des tonnes. Le granit ne brûle pas, ne pourrit pas et ne s'évapore pas. Si on les a démontés, ils ont dû trouver leur utilité ailleurs. Les propriétaires économes de cette époque ne gaspillaient pas un matériau aussi précieux. Peut-être ces colonnes ornent-elles aujourd'hui les intérieurs d'autres palais de Saint-Pétersbourg, servent-elles de clôture dans des parcs ou font-elles partie d'autres ensembles architecturaux de la ville ? Les habitants de la capitale du Nord devraient regarder plus attentivement les bâtiments environnants. Peut-être verrez-vous quelque part, dans la façade d'un hôtel particulier discret ou dans la structure d'un pont, les contours familiers des petites colonnes de Saint-Isaac, devenus les témoins muets de la grande reconstruction. Leur absence sur le toit laisse aujourd'hui des vides béants que les architectes du 19e siècle n'ont pas pu ou n'ont pas voulu masquer. Le fait même de la réduction du nombre de colonnes suggère certaines pensées. Habituellement, une reconstruction vise à complexifier et à embellir. Ici, nous voyons un processus de simplification et d'utilitarisme. Les élégantes rotondes antiques ont été impitoyablement rognées, leur géométrie violée et les colonnes retirées. On a l'impression que ces colonnes gênaient simplement. Elles gênaient quelque chose de grand et de lourd qu'il fallait placer à l'intérieur de ces tours. L'espace entre les colonnes restantes a été artificiellement élargi, non pour l'esthétique, mais par une dure nécessité technologique. Cette nécessité résidait dans le changement de fonction. De pavillons décoratifs ou rituels, orientés vers les points cardinaux ou des observations astronomiques, il fallait transformer ces tours en clochers fonctionnels. Et là, les restaurateurs se sont heurtés à un problème.
Le projet antique ne prévoyait pas la présence de cloches gigantesques. Le bâtiment résistait. Pour le forcer à sonner selon les canons orthodoxes, il a fallu briser l'harmonie, arracher les supports en granit et implanter des éléments étrangers. C'est précisément la tentative d'insérer des cloches dans des formes architecturales inadaptées qui a causé la distorsion de l'apparence des petites coupoles. Et la manière exacte dont cela a été fait trahit le niveau technologique des nouveaux bâtisseurs. Leurs méthodes de fixation des cloches se sont avérées si primitives comparées au bâtiment lui-même que cette contradiction est impossible à ignorer si l'on regarde à l'intérieur des clochers. Le témoignage le plus éloquent du fait que les architectes du XIXe siècle travaillaient avec un héritage étranger, essayant de l'adapter à leurs besoins, est le fossé technologique entre la qualité du bâtiment lui-même et les méthodes utilisées pour sa finition. Si la disparition des colonnes de granit des rotondes peut encore s'expliquer par une étrange lubie esthétique, en regardant à l'intérieur de ces tours reconstruites, nous découvrons les traces d'une véritable lutte d'ingénierie. La transformation d'élégants pavillons aériens en clochers orthodoxes fonctionnels a exigé des solutions qui, sur fond de grandeur antique de la cathédrale, semblent franchement artisanales et primitives. Lorsque nous analysons la structure interne des clochers, il devient évident. Ces locaux n'ont jamais été conçus pour accueillir de lourdes cloches. L'espace à l'intérieur est critiquement petit, l'acoustique est spécifique, et les éléments porteurs ne prévoyaient pas de charge dynamique due au balancement de géants de bronze de plusieurs tonnes. Pour insérer les cloches dans ces anneaux de pierre étroits, les bâtisseurs ont dû recourir à des mesures barbares. C'est précisément pour cela que les colonnes excédentaires ont été retirées. Elles gênaient banalement le passage et le montage des cloches. Mais même après avoir élargi les ouvertures, les ingénieurs se sont heurtés au problème de la suspension. La solution appliquée frappe par sa grossièreté et sa disharmonie avec le reste de l'architecture. À l'intérieur des coupoles des rotondes, un système complexe de structures métalliques a été monté. Ce sont des poutres en acier grossières, reliées par des rivets massifs, un exemple typique de l'architecture industrielle du milieu du XIXe siècle, caractéristique des usines, des ponts ou des halls de gare, mais en aucun cas de l'architecture sacrée de ce niveau. Cette toile d'araignée rivetée ressemble à un corps étranger sur fond de granit et de marbre parfaitement poli. Nous voyons ici le choc de deux civilisations. La civilisation de la pierre, qui possédait des technologies de traitement et de polissage parfait des roches dures, et la civilisation du fer, qui résolvait les problèmes par la force brute et les boulons. La manière de fixer les cloches elles-mêmes à ces poutres est particulièrement révélatrice. Au lieu de solutions d'ingénierie élégantes, nous observons un collier primitif fait d'une bande de métal, simplement enroulée autour de la poutre en acier. La cloche est maintenue en suspension à l'aide d'un long boulon traversant, serrant les extrémités de ce collier. La fixation à la cloche elle-même se fait par deux simples œillets. Cette construction ressemble à un bricolage temporaire, fait à la hâte dans des conditions de terrain, et non à un élément de la cathédrale principale de l'Empire, construite pendant 40 ans. Il n'y a ici ni amortisseur, ni suspension complexe, ni esthétique. C'est une fixation purement utilitaire, dont la tâche est simplement d'empêcher un objet lourd de tomber. Pour comprendre toute l'absurdité de cette solution technique, il suffit de la comparer avec la manière dont on accrochait les cloches en Europe ou aux États-Unis à la même époque, et même bien plus tôt. La technologie classique, originale, de suspension des cloches, conservée dans les vieilles cathédrales occidentales, suppose un principe totalement différent. Là-bas, la cloche est reliée rigidement et solidement à une poutre massive en bois ou en métal à l'aide de brides. Cette poutre n'est pas statique, elle est équipée de charnières ou de roulements aux extrémités. Pour produire un son, le sonneur ne balance pas le battant de la cloche, mais toute la structure. La poutre elle-même tourne avec la cloche. Cela permet d'obtenir un son beaucoup plus profond et puissant et réduit également les vibrations destructrices transmises au mur de la tour, car le mouvement est plus fluide et prévisible. Dans la cathédrale Saint-Isaac, appliquer une telle technologie était physiquement impossible. Les rotondes, même après le retrait d'une partie des colonnes, restaient trop étroites.
Si les cloches avaient commencé à se balancer entièrement, elles auraient inévitablement brisé les supports en granit ou les murs même de la coupole. La forme architecturale dictait ses limites rigides. C'est pourquoi les nouveaux bâtisseurs ont été contraints de fixer les cloches rigidement sur des poutres immobiles et d'attacher des cordes uniquement aux battants. C'est une variante de sonnerie de compromis, simplifiée, à laquelle on recourt quand un montage normal est impossible. Ainsi, nous voyons une dégradation évidente de la pensée technique. Les créateurs du volume principal du bâtiment possédaient les connaissances et les capacités pour travailler avec des blocs de pierre cyclopéens, créant des proportions idéales. Ceux qui sont venus plus tard accrocher les cloches ne possédaient que les technologies du fer riveté et des colliers primitifs. Ils ont agi comme des locataires qui essaient d'accrocher un lustre dans un vieux château en perçant des trous à la perforatrice dans des moulures uniques. Les structures métalliques à l'intérieur des clochers sont des cicatrices laissées par la tentative de changer la destination de l'objet. Elles ne sont pas intégrées au projet, elles y sont insérées de force, contre la logique de l'architecture initiale. Cette dissonance technologique est impossible à cacher. Elle hurle que les clochers sont une fonction tardive et forcée pour ces tours. À l'origine, les rotondes pouvaient servir de plateforme d'observation, de lieu pour placer des équipements de navigation ou astronomiques, peut-être même à des fins énergétiques que nous avons oubliées. Mais certainement pas pour des cloches. Et ce principe de faire entrer de force s'observe non seulement sur le toit. L'intervention brutale et la non-correspondance des styles se poursuivent aussi à l'intérieur même du temple. Si l'on descend des clochers balayés par les vents vers l'intérieur luxueux de la cathédrale, l'observateur attentif remarquera que là aussi, le contenu ne correspond pas toujours au contenant. La décoration intérieure, dont les guides sont si fiers, s'avère à l'examen détaillé être une décoration tout aussi tardive, accrochée aux murs antiques, que les poutres en fer sur le toit. Et l'un des exemples les plus frappants de cette inadéquation est l'élément principal du temple orthodoxe, l'iconostase, qui ressemble à un beau paravent cachant la véritable géométrie et la destination de la salle. Si vous pensez que la cathédrale Saint-Isaac est un artefact unique, le seul survivant de son genre d'une époque antédiluvienne, vous vous trompez lourdement. Nous vivons parmi les ruines de cette grande civilisation, nous utilisons son héritage chaque jour. Mais notre regard est tellement brouillé par les plaques et les noms officiels que nous ne reconnaissons simplement pas ce que nous voyons. Des temples similaires avec des colonnes antiques, des plafonds vertigineux et une maçonnerie cyclopéenne sont dispersés sur tout le territoire de l'Ancien Empire. Et beaucoup d'entre eux remplissent aujourd'hui des fonctions qui vous paraîtront ridiculement prosaïques. Il suffit d'enlever les œillères. Après tout, si l'on peut transformer un temple en église, pourquoi un palais ne deviendrait-il pas une gare ou un restaurant ? En entrant sous les voûtes de la cathédrale Saint-Isaac, le visiteur se trouve instantanément sous l'emprise de l'éclat doré et de la grandeur écrasante de l'intérieur. Cependant, si l'on parvient à surmonter le premier émerveillement et à activer son esprit critique, le regard commence à capter une étrange dissonance entre l'enveloppe du bâtiment et son remplissage intérieur. Cette dissonance ne saute pas aux yeux immédiatement, mais il suffit de regarder les jointures, les ornements et la symbolique pour que cela devienne évident. Nous avons devant nous un espace qui a été réaménagé pour de nouvelles tâches, sans trop se soucier de l'harmonie avec le dessin initial. L'exemple le plus frappant d'une telle intervention architecturale est la célèbre iconostase. Extérieurement, elle est impeccable. Malachite, lapis lazuli, or, icône de haute valeur artistique. Mais du point de vue de l'ingénierie et de l'architecture, l'iconostase ressemble à un gigantesque et luxueux paravent, inséré artificiellement dans une salle déjà prête. Si l'on suit attentivement le rythme des murs, les motifs des pilastres et la disposition du revêtement en marbre, on remarque que l'iconostase les masque tout simplement. Les ornements sur les murs de la cathédrale et les ornements de l'iconostase elle-même, ce sont deux langages différents, deux époques différentes. Ils ne coulent pas l'un dans l'autre, ne créent pas un ensemble unifié.
Le mur de l'iconostase s'encastre grossièrement dans le corps du temple, comme un décor coûteux érigé sur la scène d'un théâtre antique pour une nouvelle pièce. Cela suggère qu'à l'origine, dans cette salle colossale, il n'y avait aucune cloison d'autel. L'espace était unique, ouvert et destiné à des rituels ou des rassemblements totalement différents. Des découvertes encore plus étonnantes attendent celui qui baisse les yeux et étudie attentivement le sol de la cathédrale. Le sol en mosaïque de Saint-Isaac n'est pas simplement un beau revêtement, c'est un livre de pierre extrêmement complexe, écrit dans un langage de symboles que l'Église officielle essaie généralement d'éviter. Au centre de la composition, sous la coupole principale, nous ne voyons ni croix ni scène biblique. Le soleil y règne en maître. Une énorme rosace complexe, rayonnante, domine l'espace. C'est une symbolique solaire classique, caractéristique des cultes vénérant la lumière, la connaissance et les cycles cosmiques, mais en aucun cas du christianisme orthodoxe du XIXe siècle, où la place centrale est généralement réservée à de toutes autres images. Mais la découverte la plus frappante se cache dans les détails du motif géométrique du sol. À côté des signes solaires, le chercheur attentif découvre des symboles clairement disposés qui, au XXe siècle, ont été discrédités, mais qui, dans l'Antiquité, avaient une signification sacrée. Il s'agit de motifs de svastika, en particulier de la représentation symbolique de la constellation Swati. Dans la culture védique et l'architecture antique de l'Eurasie, ce signe symbolisait le mouvement éternel, la loi céleste, la rotation de la galaxie autour de son centre et la prospérité. C'est l'un des plus anciens symboles de l'humanité, que l'on retrouve sur tous les continents, de l'Inde à l'ancienne Russie. La présence de symboliques védiques sur le sol de la cathédrale principale de l'Empire est un fait qu'il est impossible d'expliquer par un simple hasard décoratif. Les architectes du passé accordaient une importance énorme aux symboles. Chaque élément portait une charge sémantique. Si le sol est orné de signes du Soleil et de la rotation de la galaxie, cela signifie que le bâtiment lui-même a été conçu à l'origine comme un temple du Soleil ou un observatoire orienté vers le ciel étoilé. C'était un instrument de connexion avec le cosmos, pour fixer des événements astronomiques et non un lieu de prière au sens où nous l'entendons. Toutes ces observations forment un tableau unifié, cohérent, bien que rayant pour l'histoire officielle. La cathédrale Saint-Isaac n'est pas l'œuvre de Montferrand, ni un chantier interminable des Romanov. C'est un ancien temple védique, le cœur survivant d'une ville légendaire qui, sur les vieilles cartes européennes et dans les chroniques, se nommait Vineta, ou la Palmyre du Nord. Selon cette hypothèse, la ville sur la Neva n'a pas été construite par pierre sur un terrain vide, mais a été déterrée et restaurée. Et cette gigantesque cathédrale était l'élément central de la structure urbaine antique. Un temple dédié à la lumière et à la connaissance, où le sol servait de carte de navigation du ciel étoilé, et les rotondes sur le toit étaient utilisées pour l'observation des astres. Pourquoi alors toute cette manœuvre complexe avec les 3 cathédrales inventées, avec Montferrand et une construction de 40 ans, a-t-elle été nécessaire ? La réponse se trouve sur le plan de l'idéologie et de la gestion de la conscience de masse. Les nouveaux maîtres de la vie, arrivés au pouvoir, devaient non seulement s'approprier les valeurs matérielles de l'ancienne civilisation, mais aussi réécrire son code spirituel. Il était vital pour le pouvoir impérial et l'Église de cacher le fait qu'avant eux, une culture hautement développée existait ici, possédant des technologies qui, au XIXe siècle, étaient déjà perdues. La reprogrammation du temple est le moyen le plus efficace d'effacer la mémoire. Vous prenez un ancien lieu sacré possédant une énergie puissante et vous changez sa polarité. Vous installez une iconostase masquant la vue sur la géométrie initiale de la salle, vous accrochez des cloches étouffant l'acoustique naturelle de la coupole, vous peignez ou burinez les vieilles fresques, les remplaçant par des sujets canoniques. Et le plus important, vous inventez une nouvelle histoire de création. La légende de la construction longue et pénible à la gloire du tsar et de Dieu fonctionne parfaitement. Elle suscite la crainte devant la puissance de l'État et de l'Église, forçant les gens à oublier qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un héritage étranger. C'est une technique classique de capture d'égrégore. Les gens continuent de venir dans le lieu de prière, mais leur énergie est maintenant dirigée vers le canal de la nouvelle structure religieuse.
Nous regardons l'histoire de la Russie et du monde à travers un prisme que les historiens et les ecclésiastiques nous ont soigneusement poli. On nous dit de penser à l'Église exclusivement de manière positive, comme la seule source de culture et d'alphabétisation dans les âges sombres. Mais les artefacts de Saint Isaac, son sol, ses statues, ses colonnes impossibles, crient le contraire. Ils témoignent que les âges sombres ont pu être inventés pour cacher l'éclat de l'ère d'or précédente. C'était un monde où la technologie et la spiritualité ne faisaient qu'un, où l'on construisait des temples non pour la repentance, mais pour la louange du soleil et de la vie. Et les traces de cette civilisation ne se limitent pas à Saint-Pétersbourg. C'est précisément pour cacher ce fossé grandiose entre nous et cette civilisation qu'a été inventée la légende complexe et à plusieurs niveaux des 3 cathédrales Saint-Isaac. Cette histoire est l'outil idéal de manipulation de la conscience de masse. Si l'on nous avait dit que la cathédrale avait été construite tout de suite telle qu'elle au XIXe siècle, il y aurait eu trop de questions sur les technologies. Mais quand on introduit le concept d'amélioration progressive, d'abord en bois, puis en mauvaise pierre, puis en bonne pierre, la vigilance est endormie. On nous propose de croire en une évolution de la construction qui n'a en réalité pas eu lieu. Il n'y a eu que dégradation et tentative de réparer la pierre éternelle avec des moyens de fortune. Le but global de cette création de mythe n'est pas simplement de cacher l'architecte ou les dates. Le but est bien plus vaste, nous couper de nos racines historiques réelles et nous connecter à un égrégore créé artificiellement. Dans ce cas, à l'égrégore ecclésio-étatique. En reconnaissant la cathédrale Saint-Isaac comme une nouvelle construction du XIXe siècle, le pouvoir et l'Église revendiquent sur elle des droits complets en tant que produits de leur époque et de leur idéologie. Ils affirment « c'est nous qui l'avons construit, c'est le symbole de notre foi et de notre puissance ». Mais si l'on reconnaît que c'est un ancien temple du soleil védique qui se dressait au centre de la légendaire Vineta bien avant l'arrivée du christianisme, toute la construction idéologique s'effondre. Il s'avère que les propriétaires actuels ne sont que des locataires qui ont repeint les murs, buriné la vieille symbolique et accroché leur cadenas aux portes. La dissimulation du passé védique est l'effacement de la mémoire d'une civilisation qui possédait une vision du monde totalement différente. Cette civilisation où la science, la religion et la technologie n'étaient pas séparées. La symbolique sur le sol de Saint-Isaac, les motifs de svastika de la constellation Swati, l'orientation vers les étoiles, tout cela parle d'une culture vivant en harmonie avec les cycles cosmiques, et non dans la peur du châtiment divin. En remplaçant le temple de lumière par un lieu de prière, les falsificateurs historiques n'ont pas seulement changé l'enseigne, ils ont changé l'énergie du lieu, forçant les gens à oublier qu'ils sont les descendants de bâtisseurs de cartes stellaires, et non simplement des esclaves de Dieu, ne sachant que tailler des isbas à la hache. L'accord final de ce drame historique sonne à la fois tristement et de manière inspirante. On nous a convaincus que l'histoire de la Russie est un chemin allant de huttes sales et de petites églises en bois vers une civilisation offerte par des réformateurs européens. On nous dit qu'avant le XVIIIe siècle, il y avait ici le vide et la sauvagerie. Mais il suffit de lever la tête et de regarder les quais en granit, les colonnes polies, impossibles à fabriquer avec un outil manuel, les mégalithes parfaitement ajustés pour qu'ils deviennent clairs, c'est un mensonge effronté. Nous vivons parmi les ruines d'une civilisation hautement développée, technologiquement parfaite, dont nous ne pouvons toujours pas surpasser le niveau. Nous ne savons pas traiter le granit ainsi. Nous ne savons pas construire pour des siècles sans ciment. Nous ne savons pas créer une telle acoustique. Toute l'histoire officielle de la construction de Saint-Pétersbourg et des villes similaires est une opération de couverture. On nous a refilé le conte de la Russie en sandales d'écorce pour que nous ne posions pas de questions sur la disparition des véritables maîtres de ces villes et ce qui leur est arrivé. La cathédrale Saint-Isaac se dresse comme un reproche muet à notre amnésie. Ces colonnes privées de leurs frères, ces coupoles remodelées, ces croix et icônes étrangères, tout cela sont des pièces à conviction dans l'affaire du vol de l'histoire. Mais tant que ces bâtiments sont debout, nous avons une chance de comprendre. La pierre ne sait pas mentir comme le papier. Regardez autour de vous.
Dans votre ville aussi, il peut y avoir de tels bâtiments. Des gares avec des portiques antiques, des théâtres avec des fondations cyclopéennes, des musées dans des bâtiments dont la destination était manifestement autre. Ne croyez pas les plaques avec les dates, croyez vos yeux et votre logique. L'histoire qu'on nous a enseignée craque de toutes parts, et ce sont précisément de telles enquêtes qui aident à voir la lumière de la vérité à travers les trous de ce paravent vermoulu. Partagez cette information, discutez, débattez. Plus les gens commenceront à voir les incohérences, plus vite s'effondrera le château de cartes de la chronologie mensongère. Nous sommes les héritiers d'une grande culture, et il est temps de retrouver sa mémoire. À bientôt pour de nouvelles rencontres à la recherche de la vérité perdue.